Bienvenue dans le débat de France 24. L'Afrique de l'Ouest peut-elle restaurer la sécurité au nord du Mali? La question est en passe de devenir existentielle pour la CEDEAO, l'organisation régionale réunie en sommet à Niamey, après plusieurs négociations infructueuses avec la junte qui a pris le pouvoir à la mi-août à Bamako. La crainte d'un effondrement du pays est évidemment dans toutes les têtes, avec le risque d'une explosion des violences intercommunautaires et celles commises par des groupes djihadistes déjà très actifs. Le risque aussi de voir le mouvement gagner d'autres pays d'Afrique de l'Ouest où les échéances électorales des prochains mois sont facteurs de nouvelles tensions. Afrique de l'Ouest, attention, danger, on en débat avec Antoine Glaser, journaliste, écrivain, spécialiste de l'Afrique, auteur de Nos chers espions en Afrique chez Fayard. Bonjour, merci d'être avec nous. Avec aussi Jean-Claude Félix Chikaya, chercheur à l'Institut de prospective et de sécurité en Europe, l'IPSE. Bonjour. Bonsoir. Et puis avec nous, à distance, Nicolas Normand, ancien ambassadeur de France au Mali. Vous avez également été ambassadeur au Congo-Brazzaville et en Gambie. Vous êtes l'auteur du grand livre de l'Afrique chez Erol. Merci d'être avec nous. Et puis avec nous en direct de Dakar, Ousmane Diallo, chercheur pour l'Afrique de l'Ouest à Amnesty International. Bonjour Ousmane Diallo. Bonjour. Un mot à vous tout de même avant de débuter ce débat sur les pluies exceptionnelles qui ont provoqué des inondations dévastatrices et fait au moins 4 morts au Sénégal. Où en est la situation à l'heure qu'il est à Dakar ? La situation est toujours aussi problématique 2 jours après les pluies de samedi dernier. Je pense que le samedi soir, le président de la République a annoncé un plan hors sec d'urgence de lutte contre les inondations, notamment à travers une plus grande convergence entre les services du ministre de l'Intérieur et les ministres chargés des questions de solidarité nationale. Mais dans la grande banlieue dakaroise, les populations sont encore une fois fortement affectées par les inondations et beaucoup de gens n'ont pas pu dormir dans leur maison suite à ces inondations-là. Et nous saluons tous nos téléspectateurs du Sénégal qui sont avec nous. Merci Ousmane Diallo. On va revenir avec vous dans un instant, cette fois sur le menu de ce sommet de la CEDEAO. Mais d'abord un mot, Antoine Glaser. L'urgence, évidemment, pour la CEDEAO au Mali, c'est de trouver la voie d'une transition politique. Jusqu'à présent, les réunions n'ont pas permis d'avancer, si ce n'est pour obtenir la libération du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui sans doute devrait partir aux Émirats arabes unis pour des raisons de santé. Reste qu'aujourd'hui, la junte militaire est toujours solidement accrochée au pouvoir. La CEDEAO souhaiterait obtenir une transition politique dans les 12 mois. Sanctions à l'appui, est-ce réaliste ? Le problème, c'est aussi parce qu'il veut une transition, d'abord il veut une transition rapide, ils disent 18 mois, il veut une transition politique civile. Ils insistent beaucoup sur le terme de civil, exactement d'ailleurs comme président Emmanuel Macron, quand il a salué la mort des 2 soldats français, il a beaucoup insisté là-dessus. Mais je veux dire, il faut comprendre aussi que la CEDEAO, qui auparavant tout le monde se disait, c'est finalement une instance qui n'a pas vraiment de pouvoir. Actuellement, au niveau de la junte, c'est un vrai problème pour le Mali parce que les gens ne savent pas, on parle toujours des échanges commerciaux et autres, mais on ne se rend pas compte des échanges financiers. Ça veut dire avec la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, quand vous voulez faire des transferts de banque à banque, je veux dire, la vie financière du Mali peut être complètement verrouillée, y compris les salaires. Donc il y a une vraie pression. En plus, la CEDEAO a d'autant plus maintenant de pouvoir dans ses décisions que bien évidemment les pays, même comme la France, l'Union européenne, la fameuse communauté internationale, se retranchent maintenant derrière les unions régionales en disant c'est la décision de la CEDEAO qui primera. Donc on voit que c'est un vrai problème, même pour sortir en ce moment. J'ai des amis maliens qui sont arrivés, ils partent maintenant de Bamako, ils sont obligés d'aller en Mauritanie parce que la Mauritanie est revenue dans la CEDEAO mais n'est pas intégrée dans la CEDEAO. Ensuite ils partent en Espagne, Algérie et Espagne. Ça, c'est la dernière France. Vous voyez, les difficultés actuellement, le Mali est vraiment... Alors, le paradoxe, c'est que c'est pas du tout... C'est une impasse quand les gens voient ça de l'extérieur. Mais à l'intérieur, au Mali, il y a eu quand même un soulèvement populaire. Il y a eu un vrai soutien populaire, je veux dire, à ces officiers supérieurs, à cette junte, pour un changement profond dans le pays. Donc, en ce moment, il y a une vraie inadéquation entre le Mali
le soutien populaire et puis la CEDEAO, il y a aussi la légitimité populaire de la CEDEAO. Il n'y a pas simplement la légitimité des chefs d'État. Donc on est quand même dans un moment compliqué qui va aussi dessiner vraiment ce qui va se passer dans les pays de la région dans les prochaines semaines, les prochains mois, au niveau des élections, d'autres élections dans la région. Jean-Claude Félix Tchikaya, la CEDEAO a-t-elle raison de mettre la pression sur la junte militaire arrivée au pouvoir au Mali avec l'assentiment d'une partie de la population malienne? Avec l'assentiment d'une grande partie de la société malienne. Mais on ignore la proportion exacte, hein, il faut être honnête. Il y a eu des manifestations, effectivement, pendant plusieurs mois. Toutes les études croisées, notamment de mes confrères sur place ou dans l'Afrique de l'Ouest, montrent quand même que déjà toutes les pressions, on savait, les observateurs et chercheurs, que bien des casernes étaient... il y avait quelque chose de très mouvementé, des tensions sur des soldes qui n'arrivaient pas, sur des tensions à l'intérieur même de l'armée, et que IBK était arrivé à une fin de cycle, et que la CEDEAO, et avant le coup d'État, dans ses dernières déclarations, voulait déjà donner le là à la société civile, et notamment au mouvement M5, RFP, une société civile, une société économique, mais aussi aux élites maliennes pour trouver une solution malienne pour toutes les strates du Mali. Donc la CEDEAO est dans ce rôle, sauf qu'en face, elle a quand même un peuple qui donc il y a eu un succès populaire de ce coup d'État. Même les Maliens ne sont pas des fervents des coups d'État et de l'illégalité. Sauf que vraiment, cette insécurité généralisée, cette gabegie, ce népotisme a sidéré complètement le peuple malien. Et le sort, d'ailleurs, ça a été fait de manière pacifique d'IBK, scellé de cette manière où il va donc prendre l'avion pour aller à Abu Dhabi. Bien des Maliens, avec tout le respect qu'ils peuvent émettre dans le droit d'aînesse à M. IBK, c'est bien l'échec politique qui est patent. Il faut bien savoir que les Maliens, c'est un peuple jeune. 50% des Maliens ont moins de 14 ans, 25% ont moins de 25 ans. Donc le Nouveau Monde, la Nouvelle Afrique, le Nouveau Mali, ils l'ont dans leur tripes et dans leur conscience politique. Et ils veulent vraiment une cohérence et un Mali qui se régénère. Et il va se régénérer avec eux. Donc, ils vont être protagonistes de ce nouveau Mali. Donc, il y a une pression pas seulement sur la CEDEAO, une pression sur le mouvement, sur le M5, sur la junte. Donc, c'est bien ce qui est en train de se tramer et de s'organiser à l'intérieur du Mali au XXIe siècle. Il est intéressant de le dire et de le configurer de cette manière sur le plan de l'énoncé. On a bien la majorité de la population est jeune, conscientisée, même s'il y a de l'alphabétisme, même s'il y a 4 millions de Maliens qui ne sont pas à l'école, même s'il y a plus de 1000 écoles qui sont fermées à cause des insécurités. Il faut absolument que la CEDEAO, qui a aussi une réputation entamée. Il y a bien notamment les trois mandatistes, je vais les nommer comme ça. Comment vont-ils donner des cours de démocratie et de respect de la Constitution à une jeunesse qui, sur leur smartphone, voit comment ils font comme d'autres, et il suffit qu'ils reprennent leur verbatim de M. Alpha ou de Ouattara quand ils étaient dans l'opposition, ils verront bien qu'ils étaient contre des troisièmes mandats et contre une vision plus démocratique de la Constitution. Donc il y a une reconfiguration, pas seulement du Mali, pas sellement un Mali en transition, mais la CEDEAO est elle-même aussi en transition. Et je pense d'ailleurs le président du Ghana qui va prendre le flambeau après M. Issoufou, va être chargé aussi de cette transition, parce qu'il y a un décalage, une déconnexion entre la CEDEAO et la géopolitique des peuples d'Afrique de l'Ouest, où il va falloir vraiment appuyer sur le bouton mise à jour, se réinitialiser et être en phase avec la société des peuples, notamment d'Afrique de l'Ouest. 12 mois pour tenir des élections législatives et présidentielles. C'est donc l'ultimatum donné par la CEDEAO à la junte au pouvoir au Mali. Nicolas Normand, en mettant ainsi la pression, quelle est la préoccupation première de la CEDEAO? Donner un débouché à cette jeunesse qui aspire au changement qu'évoquait à l'instant Jean-Claude Félix Tchikaya, ou au contraire se prémunir de voir ces mouvements faire tache d'huile et voir ces dirigeants à leur tour peut-être inquiétés, voire renversés dans leur propre pays?
Oui, c'est bien la deuxième branche de l'alternative, c'est-à-dire que la CEDEAO a une lecture juridique, d'abord, puisque les coups d'État, évidemment, ne sont pas compatibles avec la démocratie, et une lecture politique pour éviter une diffusion des coups d'État dans la région. Cela étant, la CEDEAO est obligée et prend en compte la situation particulière du Mali, le contexte de ce coup d'État, qui d'ailleurs ne s'appelle même pas au Mali coup d'État, n'est-ce pas, puisqu'il y a eu démission du président et mutinerie. Ce renversement du président Ibeka était devenu en fait inévitable parce qu'il y avait une impasse politique, une absence de dialogue entre le président lui-même et l'opposition qui le contestait, le mouvement M5, et donc ça risquait de dégénérer. Et donc ce renversement, ce coup d'État, il faut quand même l'appeler comme ça, est préventif en quelque sorte d'une situation pire. Maintenant aussi, cette junte, ce comité militaire, le CNSP, a fait toute une série de gestes positifs et qui sont appréciés par la CEDEAO. D'abord, la déclaration soulignant leur volonté de rétablir la démocratie dans des brefs délais, dans des délais raisonnables, c'est l'expression qu'ils ont utilisée. Ensuite, le fait d'avoir permis au président Ibeka renversé de rencontrer une délégation de la CEDEAO, puis de partir se faire soigner à Abu Dhabi. Et puis aussi toutes ces consultations nationales pour instaurer une transition qui sont en cours au Mali, pas seulement à Bamako, mais dans les principales villes du pays. Tout ceci est quand même apprécié. On voit bien que cette junte militaire est sincère dans sa déclaration de rétablir la démocratie et qu'on ne peut pas définir une transition. On est dans la phase préalable à la transition pour l'instant, pour définir comment est organisée la transition et combien de temps elle dure. Nous sommes dans une phase de consultation. Ces consultations ont lieu avec tous les partis politiques, avec beaucoup d'éléments de la société civile, avec aussi des organisations religieuses et autres. Donc ces consultations sont importantes et elles ont lieu de façon... Maintenant, on sait aussi que ce comité militaire, cette junte, serait favorable à une période un peu plus longue que les 12 mois recommandés ou demandés par la CEDEAO, et que les partis politiques au Mali sont également favorables à une période en gros d'1 an et demi à 2 ans. Alors dans une nouvelle phase qui s'ouvre maintenant, une phase de négociation entre la junte militaire et la CEDEAO, il est possible que la CEDEAO revoie un petit peu cette période de la transition courte, 12 mois selon eux. 12 mois, ce n'est pas tout à fait suffisant pour réviser le code électoral, faire un projet de nouvelle constitution qui garantisse notamment un bon processus électoral et éventuellement lancer quelques réformes importantes, par exemple réformer l'armée pour la rendre plus efficace contre les groupes djihadistes, commencer à relire l'accord d'Alger avec les groupes armés du Nord, l'accord qui a été signé en 2015 et qui pose pas mal de problèmes et qui est difficilement applicable. Donc on voit bien que 12 mois, de l'avis de la plupart des acteurs maliens, c'est trop court. Il est possible, il est souhaitable que la CEDEAO prenne en compte la nécessité d'allonger un peu cette période. J'imagine qu'un compromis est possible, il n'y a pas de raison d'être dogmatique et rigide. J'espère et je pense que la CEDEAO fera preuve d'un peu plus de souplesse et arrivera vers une période d'1 an et demi, par exemple. Alors, il y a aussi la question du leadership du président de la transition. La CEDEAO insiste pour que ce soit un civil. La junte n'insiste pas de son côté spécialement pour que ce soit un militaire. Elle dit que la chose est ouverte et l'ensemble des partenaires de la junte, c'est-à-dire les partis politiques et la société civile, préféreraient également apparemment que ce soit un civil. Donc il est probable qu'un accord va se faire sur le choix d'une personnalité civile, oui, avec également un Premier ministre civil. Oui. Ça peut être aussi un général à la retraite, et ça, c'est acceptable par la CEDEAO. Oui. Donc, on voit bien que la CEDEAO n'a pas de raison d'être dogmatique et rigide, et que ça serait évidemment contre-productif et dangereux pour tout le monde de prolonger cette période de sanctions au-delà de quelques semaines, encore peut-être au maximum, je pense. Et donc, je suis assez optimiste sur la possibilité d'un accord assez rapide entre la CEDEAO et cette junte militaire, ce comité.
Vous êtes d'accord, Ousmane Diallo, il n'y a pas de raison pour la CEDEAO d'être dogmatique, il n'y a pas de raison de s'inquiéter outre mesure d'une possible confiscation du pouvoir par cette junte militaire. Elle va avoir besoin sans doute de davantage de temps pour opérer une transition pacifique et bien ordonnée à un pouvoir civil. Je pense que la CEDEAO est prise dans ces normes qu'elle a développées au cours des 20 dernières années sur les changements anticonstitutionnels de pouvoir et la réalité de la situation au Mali. À l'heure actuelle, la demande que la transition dure pour une période d'un an, formulée par la CEDEAO, n'est pas forcément accueillie positivement par toutes les parties. La plupart des acteurs politiques maliens, qu'ils soient issus de la classe politique ou bien de la société civile, sont assez réceptifs à une transition durant de 18 mois à 24 mois, comme l'a annoncé l'ambassadeur normand. Et je pense que dans ce contexte-ci, là où la CEDEAO pourra faire pression sur la junte, c'est sur la direction de la transition par une personnalité civile. Parce que si le mouvement du 5 juin, Rassemblement des Fronts Patriotiques, a montré sa disposition à ce que la transition dure de 18 à 24 mois, ils ont été assez clairs sur la nécessité qu'une personnalité civile assure la présidence de la transition afin de renforcer encore une fois au Mali le contrôle des affaires militaires par les personnalités civiles. Et c'est sur ce point-là que la CEDEAO pourra avoir un impact au Mali. Mais à l'heure actuelle, les sanctions qui ont été formulées par la CEDEAO sont assez mal accueillies par les populations maliennes parce qu'elles les affectent au niveau des transferts d'argent et au niveau des flux bancaires, comme l'ont annoncé les panélistes tout à l'heure. Et la situation au Mali est aussi suivie de manière très précise par les oppositions nationales au sein des différents pays de la CEDEAO. Donc, que ce soit au Sénégal, au Niger ou bien en Côte d'Ivoire, où on a pu voir des gens de la société, de l'opposition, montrer leur soutien à l'action du mouvement du 5 juin et à l'action du Comité national pour le salut public et critiquer la CEDEAO pour sa rigidité dogmatique par rapport à la durée de la transition, par exemple, au Mali. Merci Ousmane Diallo. À ce niveau-là, je pense que la CEDEAO est pris dans ses contradictions internes. Merci Ousmane Diallo. On va faire réagir nos autres invités dans un instant. On reviendra notamment sur ces réactions justement de ces mouvements d'opposition dans un contexte électoral à venir dans les prochains mois. Et puis aussi bien sûr sur cette question sécuritaire parce qu'elle est loin d'être anodine. Est-ce que la junte au pouvoir au Mali sera plus efficace dans les prochains mois ou au contraire va créer un vide qu'occuperont un certain nombre de mouvements sur le terrain? On va en parler. Restez avec nous. La suite du débat, c'est dans moins de 3 minutes. C'est la deuxième partie du débat, toujours consacrée à la situation en Afrique de l'Ouest, avec un sommet de la CEDEAO qui s'est penché notamment sur le Mali, mais pas seulement. On va en parler avec toujours à mes côtés Antoine Glaser, journaliste, écrivain, spécialiste de l'Afrique et co-auteur de Nos chers espions en Afrique, avec Jean-Claude Félix Chikaya, chercheur à l'Institut de prospective et de sécurité en Europe, l'IPSE, avec l'ancien ambassadeur de France au Mali, au Congo-Brazzaville, au Sénégal ou encore en Gambie, Nicolas Normand, auteur du Grand Livre de l'Afrique. Et puis avec Ousmane Diallo, chercheur Afrique de l'Ouest pour Amnesty International à Dakar. Antoine Glaser, vous vouliez revenir notamment sur ces questions de délai, mais pas seulement. Là, on réclame aujourd'hui. On a l'impression, mais c'est normal de considérer que ce sont maintenant aux Maliens de régler leurs propres problèmes. Ça, c'est une certitude. En même temps, on va pas... L'intervention de la CEDEAO, elle est non sollicitée d'une certaine manière par le peuple malien. Si, parce que c'est très important, mais elle a des moyens. Alors que la légitimité des chefs d'État, franchement, un certain nombre d'entre eux qui veulent faire des troisièmes mandats et autres, il y a un problème de légitimité des chefs d'État. La CEDEAO elle-même parle de légitimité populaire, donc ça c'est très important de respecter aussi les Maliens. Ceci dit, il faut quand même arrêter de présenter la situation actuellement au Mali comme idyllique, avec un mouvement populaire formidable qui soutient une junte avec des officiers supérieurs et tout le monde est bras dessous et tout, ça va très bien. Non, le problème actuellement, c'est que finalement, seulement ce sont les officiers supérieurs qui s'entendent bien entre eux. Eux, ils sont vraiment accords entre eux. C'est pour ça que
eux, ils n'ont pas de problème. Ils occupent le terrain pour le compte de qui? L'imam Dicko, par exemple. Où est-il aujourd'hui? Justement, l'imam Dicko, un jour, c'est un homme extrêmement intelligent. Un jour, il dit « je retourne à la mosquée ». Le lendemain, on sait qu'il attend de se faire coopter ou se faire adouber par d'autres forces populaires. Le problème de ce mouvement populaire, c'est que jusqu'à présent, ils ont réussi à faire fuir Ibrahim Boubacar Keïta, à l'obliger le chef d'État à démissionner, mais entre eux, ils se sont toujours affrontés. Il y a pas du tout, il y a un certain nombre de mouvements, il y a des laïcs, il y a l'imam Dicko, il y a un certain nombre de mouvements de la société civile. Ils ne se sont jamais entendus entre eux. Et quand il va falloir choisir un président de transition civile, alors là, on va voir le problème. Le seul problème, ce sont les militaires. La seule unité actuellement au Mali, ce sont les militaires. C'est ça le problème de fond. Donc, il ne faut pas non plus dresser comme ça un tableau idyllique du Mali, ils vont trouver des accords et tout ça. Ce n'est pas du tout évident. Qui trouvent des accords. La CEDEAO, finalement, elle a vraiment un marteau, parce que vraiment, les histoires des échanges financiers, encore une fois, on ne peut même pas payer les salaires, parce qu'entre deux banques, ça passe par la BCEAO. Donc, c'est un vrai levier de pression, cette histoire financière. Plus que quand on parle d'échanges commerciaux, franchement, les gens savent bien que les frontières en Afrique, ça n'existe pas. Par contre, les problèmes de la BCEAO, le problème de la monnaie, c'est primordial. C'est pour ça que la junte c'est ça qui les ennuie le plus. Ousmane Diallo, le contexte de la région est sécuritaire. On l'a vu encore avec 2 soldats français tués durant le week-end. Est-ce qu'aujourd'hui, la junte au pouvoir, c'est une garantie supplémentaire de sécurité ou en tout cas d'action, ou au contraire, ça risque de créer un vide supplémentaire qui sera cette fois-ci occupé par ces mouvements djihadistes, entre autres? Donc, à propos de la junte, dès leur première allocution suite à leur prise du pouvoir, ils ont clairement montré leur intention de respecter les partenariats internationaux du Mali en termes de sécurité et de coopération militaire, que ce soit avec Barkhane ou bien dans le cadre du G5 Sahel. Et vu que la plupart des colonels qui sont apparus au devant de la scène pour actualiser la prise du pouvoir par le Comité national pour le salut du peuple sont des colonels, des officiers supérieurs de rang intermédiaire qui ont fait leurs armes dans le cadre du conflit actuel au Mali, notamment dans le centre et dans le nord, que ce soit pour le colonel Assimi Goïta, qui a été commandant du bataillon autonome des forces spéciales, et du colonel Modibo Koné, le 3e vice-président, qui a été dans la zone de Koro frontalière, où il y a eu beaucoup de combats entre l'armée malienne, la force conjointe du G5 Sahel et les groupes affiliés à le groupe pour le soutien à l'islam et aux musulmans. Donc on peut penser que vu leur parcours et leur expérience, ils seront beaucoup plus diligents dans la lutte et dans la coopération sécuritaire pour faire face à ces menaces. Mais en même temps, les problèmes qui affectent l'armée malienne ne sont pas des problèmes de personnalité, ne sont pas des problèmes relatifs au président Ibeka. Je pense que ce sont des problèmes structurels qui nécessitent une réforme en profondeur du secteur de la sécurité, notamment que ce soit en matière de formation, d'acquisition des compétences, en matière de développement logistique, mais aussi en matière de respect du droit international humanitaire et du droit humain, parce que ce sont des problèmes qu'on a pu noter dans le contexte du Mali pendant de longues années et des problèmes qui ont causé des défis à l'État malien, notamment en augmentant la défiance des populations à l'égard de l'institution militaire et en favorisant la propagation de la menace radicale auprès des populations de ces zones frontalières. Jean-Claude Félix Tchikaya, les militaires de Ousmane Diallo seront beaucoup plus diligents en matière de coopération avec l'armée française. Pourquoi donc Emmanuel Macron conditionne-t-il le maintien sur place d'une force française à la transition politique civile au Mali? Mais là aussi, M. Macron est dans ce rôle, mais il se pliera aussi à ce que vont décider les Maliens et la CEDEAO. Ça a été dit tout à l'heure par M. Diallo. La réputation des officiers est très bonne dans l'opinion publique malienne. Bien sûr qu'il y a des dissensus. Tout le monde, tous ceux qui suivent la vie politique malienne savent que 4 coups d'État et depuis 1991, il y a une classe politique malienne qui est souvent discutée et voire contestée. Que demande une bonne partie de la population malienne? Il y a plusieurs voix qui se soulèvent.
est-ce qu'il y aura une direction bicéphale, c'est-à-dire militaire et civile? Ils vont le décider ensemble. Il y a une partie de la population, au regard de la situation sécuritaire, demande que les militaires ne repartent peut-être pas tout de suite dans leur caserne, vu l'hydre terroristes et autres problématiques d'insécurité. Il y a aussi bien sûr les insécurités sociales et économiques, mais ils ne veulent pas des hommes forts, ils veulent un État fort, et que le régalien qui passe bien sûr par la sécurité, il se demande si, au regard de la réputation entamée d'une classe politique, est-ce qu'ils ne veulent pas voir le retour de celles et ceux, et plus ceux que de celles, ouais, qui n'ont pas de probité à leur bilan, ont un parcours plus qu'accidenté à l'égard du peuple malien. Donc il va falloir rechercher des personnalités qui ont une réputation éthique et qui fassent consensus. Bien sûr que ça va pas être une sénicure est très simple, mais c'est ce qui... Bien sûr que rien n'est idéal, c'est pas... mais la force conjointe sur le plan social et politique, pour paraphraser le G5, joue tout son rôle, même à l'égard du M5 qui fait attention à cette société civile qui n'ont pas entièrement acquis, la junte également, la CEDEAO également, la France également. Donc tout le monde est en transition intellectuelle et politique pour résoudre, en tout cas pour emmener à résoudre la transition. Sauf que les mois qui sont proposés par M. Macron et d'autres sur la rapidité, le Mali a déjà connu des transitions rapides qui ont échoué. Donc le temps, il faudra trouver un temps suffisant et ne pas trop s'arc-bouter sur un temps qui peut malheureusement entamer les chances du succès de cette transition. En tout cas, pour Jean-Yves Le Drian qui s'exprimait hier à la télévision, il n'est pas question de baisser la garde. Écoutez le ministre français des Affaires étrangères. Il n'est pas question de lever la garde. Pas question. Et nous sommes dans une phase au Mali où il y a eu, après ce qu'on a appelé le sommet de Pau, en début janvier de cette année, qui a réuni autour du président Macron les chefs d'État de la région et en plus le président du Conseil européen. Nous avons dessiné à ce moment-là une stratégie de renforcement de l'action au Mali. Elle commence à donner ses effets significatifs. Véritablement, on a le sentiment que la zone est totalement déstabilisée, Jean-Yves Le Drian. C'est le contraire. C'est le contraire. Alors expliquez-nous. Il y a eu 2 morts et c'est tout à fait dommageable, mais il y a eu aussi au cours de ce semestre des reconquêtes de territoire, en particulier dans la région que l'on appelle la région des 3 frontières, c'est-à-dire dans la zone entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Des territoires sont revenus, si j'ose dire, à la vie civile. Voilà, comprenez, la France n'est pas sur le départ au Mali, Nicolas Normand. Il y a eu des progrès ces derniers mois qui pourraient justifier le maintien durable d'une présence française sur place. Et quelle perspective ouvre à cet égard le changement de pouvoir à Bamako ? Alors, d'abord, ces déclarations françaises du président ou du ministre, il faudrait faire un peu plus attention à être très respectueux de la souveraineté malienne. C'est quand même les autorités maliennes qui ont invité l'armée française et qui ont invité une présence française. Ce sont eux qui décident de ces questions. Et de la même manière, sur la transition, on n'a pas notre mot à dire véritablement. Ce sont des questions qui vont être décidées entre le Mali, d'abord, entre le Mali et la CEDEAO, et au Mali, entre les différentes forces politiques maliennes. Donc, nous ne pouvons qu'encourager ce processus, mais nous ne pouvons pas le guider, nous ne pouvons pas le diriger, certainement pas. Et donc, moi, j'invite, à mon humble niveau, j'espère que les déclarations françaises vont être un peu plus respectueuses de la souveraineté du Mali. Alors maintenant, pour la France peut aussi décider de partir d'elle-même. Moi, je pense que oui, on peut aussi décider de partir de nous-mêmes. Mais là, ça paraît exclu, visiblement, puisqu'on tient à rester d'après les déclarations récentes. Donc, je n'ai pas examiné ce scénario-là. Mais ça pourrait se produire s'il y avait une demande malienne. Aussitôt, certainement, Barkhane se retirerait, puisqu'on est là à la demande des autorités maliennes.
Et alors, à ce sujet, les 5 colonels qui ont formé ce Conseil national du salut du peuple ont tout de suite demandé la poursuite du partenariat avec Barkhane. Pourquoi? Parce qu'ils sont très bien placés pour savoir, pour comprendre que malheureusement, l'armée malienne, actuellement, n'est pas en mesure seule de tenir tête aux différents groupes djihadistes et aux groupes terroristes de différentes natures qui infestent malheureusement le Mali. Et je sais bien, parce que j'en ai parlé avec des gouverneurs à Bamako récemment, lorsqu'ils étaient réunis cette année, ils m'ont tous dit que si on retirait Barkhane, les principales villes du Mali tomberaient en fait, parce que les FAMA, les forces armées maliennes, je le disais, ne sont pas en mesure de tenir tête à des groupes terroristes extrêmement déterminés qui sont prêts à faire des attentats suicides si nécessaire. Et donc, il faut forcément une aide étrangère pour l'armée malienne, que ce soit Barkhane, que ce soit la force du G5 Sahel, que ce soit la force Takuba, qui est une force européenne qui est en train de se mettre en œuvre. Donc les colonels savent que cette force, notamment Barkhane, de 5100 hommes, est absolument nécessaire. Alors ça ne veut pas dire que cette force Barkhane est en mesure d'éliminer les djihadistes au Mali. On a bien vu, par exemple, que l'armée nigériane, qui est beaucoup plus puissante que le dispositif militaire au Mali, n'a pas réussi à éliminer Barkhane. La force qui s'appelle AMISOM en Somalie, qui est une force multilatérale africaine, 12 000 hommes, n'a pas réussi à éliminer Boko Haram, et non pas Barkhane, pour l'armée nigériane. Oui. L'armée nigériane n'a pas réussi, enfin, donc l'armée malienne ne pourra pas non plus parce qu'elle est beaucoup plus faible que l'armée nigériane. Et en Somalie, une force multinationale africaine qui s'appelle AMISOM de 12 000 hommes n'a pas réussi non plus à vaincre les Shebabs, sans parler de l'Afghanistan où une énorme armée américaine n'a pas pu battre les talibans. Alors, donc, on ne peut pas avoir une victoire véritable, mais on peut remporter des batailles et on peut protéger les villes et on peut empêcher que le Mali bascule dans le chaos et bascule dans la tyrannie de groupes terroristes. Ce n'est pas une fiction, ce n'est pas une théorie. On a vu cette situation se produire en Somalie, on l'a vu se produire surtout au Moyen-Orient, en Syrie et en Irak. Donc c'est pour éviter ce genre de situation que Barkhane est présent sur place à la demande des autorités maliennes. Donc Barkhane défend avant toute chose la liberté des populations maliennes qui sinon seraient submergées par ces groupes terroristes qui leur dicteraient leur comportement, c'est-à-dire les filles ne pourraient pas aller à l'école, il n'y aurait pas de musique autorisée, etc. On sait comment ça se passe dans les zones qui sont contrôlées par ces groupes djihadistes. Voilà. Une information... Alors maintenant, cette transition, moi je ne pense pas qu'elle affaiblit pas la lutte contre le djihadisme, parce que je l'ai dit tout à l'heure, s'il n'y avait pas eu ce renversement du président Ibeka, du fait de l'impasse politique où on se trouvait vers le 18 août, la situation risquait de dégénérer. C'est-à-dire, si ces militaires de la junte n'avaient pas pris les devants, là, on allait vers une situation de crise encore plus grave et probablement de chaos. C'est-à-dire que l'ensemble des fonctionnaires, y compris les militaires, se seraient sans doute démobilisés, voire mis en grève, et les djihadistes auraient à ce moment-là pu peut-être pénétrer dans les grandes villes, et y compris Bamako. On comprend. Donc, je crois une information vient de tomber à collègues... l'instant, pardonnez-moi, mais la CEDEAO exige la désignation d'un président civil de transition d'ici le 15 septembre. Antoine Glaser, c'est réaliste ça ou c'est encore plus rapide que ce qu'on pensait? C'est encore plus rapide que ce qu'on pensait et c'est totalement irréaliste. Mais encore une fois, là, ils tiennent, il est en train de serrer le garrot financier. S'ils admettent qu'on désigne comme ça un homme de transition à la tête du pays, une sorte de technocrate qui ne soit pas mêlé à des opérations ni de corruption ni politique et autres, ils peuvent toujours le faire. Mais ça ne règle pas le problème de fond. Je ne vois pas comment. En plus, il y a une vraie critique dans tous les pays africains en disant en particulier que la France a toujours poussé les Maliens à faire des élections dans n'importe quelles conditions. Je veux dire, on voit bien Ibrahim Boubacar Keïta, la France l'a soutenu, on a fait des... Ça sert à rien. Il a été largement réélu quand même. Il a été largement réélu, oui, mais dans quelles conditions, etc. La preuve, c'est-à-dire de pousser, de ne pas laisser du temps au temps, je veux dire, c'est absurde en Afrique. Et en plus,
C'est vrai l'histoire de Barkhane. Mais Barkhane va être de plus en plus hors sol, de plus en plus offshore par rapport à des réalités du terrain qui ne sont pas simplement politiques, sécuritaires, qui sont des problèmes sociaux, des problèmes économiques, des secteurs informels. Aussi, ouais. Quand on parle des élections, on parle de Bamako, mais je veux dire ailleurs, le centre du pays, il y a des conflits intercommunautaires. Le Nord, ils vivent leur vie dans une économie totalement informelle. Les frontières de la colonisation sont en train d'être redistribuées. Barkhane méconnaît cette réalité du terrain. Barkhane méconnaît cette réalité du terrain entre chasseurs d'oiseaux et... Ils sont emmerdés. Ils ont réduit déjà, c'était de mettre 5500 soldats sur 5 millions de kilomètres carrés. Je veux dire, il y avait 70 000 soldats américains en Afghanistan et qui sont finis par partir. 70 000 soldats. Ouais. Comment 5 500 soldats vont te dire 5 millions de kilomètres carrés? Donc, Emmanuel Macron, à un moment donné, il a compris au sommet de Pau, ils ont réduit ça à la région des 3 frontières, à 600 000 kilomètres carrés. Mais ça ne résout pas le problème. Je ne veux pas être très désagréable, mais franchement, les forces spéciales, quand on dit qu'aucun Européen veut venir, il met des Estoniens. Pourquoi les Estoniens? Il n'y a pas un confrère qui se pose la question. Pourquoi 50 Estoniens vont aller se battre dans les forces spéciales au Mali? Comme dit l'autre, je vais vous le dire. Parce qu'il y a 150 soldats français dans le cadre de l'OTAN sur le front russe. C'est pour ça, c'est un prêté point rendu. Il y aura un peu de Suédois, des Suédois et des Tchèques, mais la France est isolée. Et les problèmes des militaires français, c'est que, voilà, c'est le politique qui dit... Alors, ils ont réduit maintenant le terrain d'action, mais très franchement, au bout d'un moment, il y a un vrai problème, parce que le problème de fond, c'est la reprise du territoire. Et quand on parle de Barkhane, mais Barkhane tout seul ne va pas s'amuser à courir d'un bout à l'autre du Sahel, pendant que les États sont en train de s'effondrer. C'est un problème d'école, c'est un problème de santé, c'est un problème de sécurité, mais sanitaire, pas simplement de sécurité, de tuer des djihadistes. La lutte antiterroriste et contre les djihadistes, c'est pas ça qui va faire que les États vont retrouver leur souveraineté. Vous avez évoqué tout au long de cette émission le mauvais exemple, dites-vous entre guillemets, donné par ces chefs d'État à la CEDEAO en ce moment, qui eux-mêmes vont briguer un troisième mandat après avoir explicitement indiqué qu'ils s'en tiendraient à la lettre de la Constitution. D'après vous, y a-t-il un risque de voir une contagion de ces mouvements? On voit déjà des manifestations en Côte d'Ivoire, on en a eu et on continue d'en avoir en Guinée avec la déclaration de candidature d'Alpha Condé. Il y a un risque, Jean-Claude Félix Tchikaya? Oui, il y a un risque, on voit bien la déconnexion. Hein. Le Comité national du salut du Mali se rencontre toutes les forces de la société civile, en tout cas tout ce qui participe au renouveau du Mali. Donc, ils ont déjà décidé de se voir le 11, 12, 13. Et il faudrait que déjà, le 15, il y ait un président. Donc, c'est un peu surréaliste, voire irréaliste. Alors, ils vont peut-être en nommer un, mais pour répondre à des critères de la CEDEAO, qui va étrangler qui? Pas les officiers et ceux de l'élite malienne qui sont très minoritaires, mais une grande partie du Mali qui est déjà en apnée sur le plan social, économique et sur les insécurités. Donc pourquoi, ça a été dit tout à l'heure, pourquoi ne pas donner du temps au temps? Il y a un réflexe tutélaire qui, tout à l'heure, sur le ton de M. Le Drian, il faudrait qu'on quitte ce réflexe tutélaire, mais la CEDEAO, pareillement. Sauf que la CEDEAO, c'est un réflexe tutélaire et paternaliste et du droit d'aînesse en Afrique qui est complètement déconnecté avec une population très jeune. Hein. L'Afrique, c'est quand même le continent le plus jeune du monde avec une classe politique la plus vieille du monde. C'est pas jeter les vieux aux gémonies et toutes les vertus à la jeunesse. Mais ce 15 septembre est sorti comme un coup de menton alors qu'il faut aider une transition et pas seulement la transition de ce comité national, mais il y a bien des transitions aussi à l'intérieur de la CEDEAO. On voit qu'ils n'ont pas encore effectué la leur pour prendre, s'ils prennent une telle décision. Et on va certainement en parler tout au long des prochaines semaines avec vous, Jean-Claude Félix Tchikaya, Antoine Glaser, et également, on avait le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Nicolas Normand et Ousmane Diallo. Restez avec nous, l'actualité continue sur France 24 dans un instant avec un nouveau journal.